Bonjour, bienvenue dans les podcasts d'Harmonie. Aujourd'hui, l'épisode numéro 2. Comme la dernière fois, je vous lis un récit et ensuite je vous donne mon expertise de sexothérapeute. Prête? Prêt pour la lecture? C'est parti. Mon papa a accueilli ma naissance avec une joie discrète mais profonde. Il avait choisi mon prénom, comme une promesse silencieuse, un cadeau qu'il savait offrir. Pourtant, personne ne lui avait jamais appris ce que signifiait réellement aimer. Alors il a fait comme il a pu, avec les outils un peu cabossés que la vie lui avait laissés. On dit souvent qu'il est difficile de transmettre ce que l'on n'a pas reçu soi-même. Et c'est peut-être encore plus vrai lorsqu'il s'agit d'affection, de tendresse, de cette chaleur du cœur que l'on croit instinctive. Les liens entre un parent et son enfant sont parfois un territoire fragile. Surtout lorsque l'un des deux a grandi sans mode d'emploi pour les émotions. Malgré cela, un lien unique peut se construire, pas à travers de petits gestes. Une présence sincère, même maladroite. Mais papa, lui, n'avait pas vraiment le luxe du temps. Depuis son enfance, on lui avait rappelé qu'il devait devenir vite un homme. Le premier garçon, celui qui porterait la famille, celui qui ferait rentrer l'argent. Dans cet univers où l'on forgeait les épaules avant d'ouvrir les cœurs, il n'y avait guère de place pour la douceur, ni pour le sentiment. Alors il a grandi dans la responsabilité plutôt que dans l'émotion. Et c'est ainsi qu'il est arrivé jusqu'à moi, plein de bonne volonté, mais le cœur en attente d'apprendre. Maman avait grandi bercée par l'amour de ses parents. Sa vie n'avait rien d'un long fleuve tranquille. Elle avait quitté l'école tôt pour entrer dans le monde du travail. Mais elle avait connu la douceur d'un foyer, où l'affection servait de boussole. Elle était devenue, pour mon frère et moi, le point d'équilibre, celle qui veillait à préserver notre paix intérieure. Après une engueulade avec papa, c'était toujours vers elle que nous nous tournions. Certains y trouvaient un refuge, une parole tendre, un câlin réparateur. Dans sa famille, la colère n'avait jamais eu de droit de cité. Les disputes, quand elles éclataient, devaient s'éteindre aussi vite qu'une allumette que l'on souffle. On apprenait à se réconcilier sans tarder, à retrouver son sourire comme on remet de l'ordre dans une maison chérie. Chez eux, la bonne entente était plus qu'une habitude, c'était une façon de vivre, presque une tradition. Mon grand frère n'a pas accueilli mon arrivée avec enthousiasme. Pendant 5 ans, il avait été l'unique étoile autour de laquelle gravitait toute la famille. Le premier enfant de la nouvelle génération. Celui que l'on admire, que l'on couvre d'attention. Alors, lorsqu'on m'a déposée dans son univers déjà bien installé, je n'étais pour lui qu'une intruse. Une présence de trop dans un royaume qu'il croyait éternel. Et voilà, le morceau du récit est terminé. Pourquoi ai-je choisi ce passage? Parce qu'il parle profondément d'une des approches que j'ai dans mon métier, à savoir le relationnel. À travers ces quelques mots, on découvre que cette petite fille est née dans 2 univers différents. D'un côté, on a quelqu'un qui sait ce qu'est l'amour, mais qui ne sait pas comment le montrer. Et de l'autre, on a un univers où l'amour est roi. Et pas seulement l'amour, mais aussi les gestes affectifs, d'attention, où la sécurité émotionnelle est plus présente. Et c'est assez intéressant de voir dans chaque univers où on a grandi en fait. Parce que, pourquoi je fais cette approche? Beaucoup de thérapeutes ne sont pas d'accord avec ce principe-là de
retourner dans l'enfance pour voir ce qui s'est passé, autant régler ce qui est actuel. Je pense, et je ne suis pas la seule, qu'au contraire, il faut aller creuser dans comment on est né, même avant la naissance, parce que des fois, il y a d'autres histoires qui se jouent, d'autres traumas qu'on traîne, blessures qu'on traîne. À travers ce passage de récit, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on peut savoir ce qu'est de l'amour et ne pas savoir comment le prouver, comment le montrer au quotidien. Ce sont deux compétences complètement différentes. Quand on n'a pas appris à montrer ses émotions, quand on n'a pas appris à dire je t'aime avec des attentions, avec de la présence, quand on nous a éduqués de façon à je dois m'occuper de mes enfants, il faut que je les nourrisse, il faut que je les habille, il faut mon amour se montre à travers ça. Sauf qu'un enfant a surtout besoin, à la base, de sentir que les adultes vivent avec leurs émotions, que la sécurité émotionnelle est bien présente, que la colère peut être acceptée, être vécue, la tristesse, la joie. Vraiment que les émotions ont leur place dans cette famille. Pour cette petite fille, ça n'a pas été forcément le cas. Même avec une maman qui a connu la sécurité émotionnelle, parce que comme elle vient d'une génération où on a appris que c'était l'homme qui gérait la sécurité émotionnelle de la maison. Du coup, elle se fond dans l'éducation de son mari. Et malgré la tendresse, la douceur qu'ont beaucoup de mamans, pas toutes malheureusement, mais qu'ont beaucoup de mamans, ça en devient étouffant parce que il n'y a pas de problème. Il faut vite que ça se résolve. Ce que je veux vous exprimer par là, c'est que elle a eu tout ce qu'il lui fallait pour grandir, pour s'épanouir dans l'amour et savoir ce qu'est de démontrer son amour. Mais à côté de ça, elle a choisi un partenaire qui est complètement l'opposé, qui sait ce qu'est l'amour, ils s'aiment entre eux. D'ailleurs, ils ont fait des enfants, mais ils ont fait des enfants, est-ce que c'est vraiment par envie? Est-ce que c'est pas pour suivre un modèle qu'on leur a démontré depuis le départ? Je vis, je grandis, je travaille, je fonde une famille. Tout cela pour faire référence en sexothérapie au développement psychosocial qui est proposé par Adler et Erikson, qui, à l'inverse ou au complément plutôt de Freud, eux se sont intéressés plus à l'environnement de la personne. Comment on grandit? Quelle base? Quel est notre socle? Et retourner dans ce socle-là, prendre conscience de qui sont nos parents, c'est pas leur en vouloir. C'est surtout pas se mettre en victime. Ah, j'ai eu un papa émotionnellement indisponible, donc forcément au niveau de mes relations, je rencontre que des hommes indisponibles. Oui, c'est une réalité. C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. Pourquoi avez-vous ce schéma répétitif? Parce que vous n'avez pas pris conscience que effectivement vous aviez un papa émotionnellement indisponible. Et alors? Il est comme il est. Faites-en le deuil en fait. C'est votre papa. Avant d'être votre papa, c'est un être humain. Il est comme il est. Il a fait le choix de ne pas creuser dans sa propre histoire et de ne pas se défaire de ce qu'on lui a appris, c'est-à-dire cacher ses émotions. Une fois que vous aurez fait le deuil de ce que vos parents ne vous ont pas apporté, quelle liberté vous allez ressentir. Et c'est souvent ça que je rencontre quand je reçois des femmes ou même des couples qui pensent que le souci vient de leur partenaire,
ou deux même. Mais ils se disent rarement que ça vient peut-être de leur histoire. Parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'on appelle les deuils invisibles. Les deuils invisibles, c'est-à-dire d'accepter comment on a été éduqué, d'accepter comment ont été nos parents. Ils ont fait comme ils pouvaient. Et si vous êtes parent, vous ferez pareil. Même si vous avez lu Dolto ou Montessori, ou même plein de bouquins très intéressants sur la psychologie enfantine, vous ferez avec les enfants que vous avez. Parce qu'il y a ce paramètre-là aussi à prendre en compte. Les premières années, effectivement, ce sont des bébés. Donc, ils s'inspirent de vous. Mais à un moment donné, ces bébés grandissent. Ils marchent, ils apprennent, ils découvrent le monde. Et là, ils se créent leur propre monde émotionnel, relationnel. Donc après, il faut faire avec ces paramètres-là. Alors soit vous faites le choix de rester ancré sur ce que vous avez appris, sur ce que vous n'avez pas guéri quelque part, ou soit vous faites le choix de faire ces deuils invisibles et de repartir à zéro. Je ne dis pas que c'est facile, mais le fait de s'enlever ce poids, de se dire j'ai eu un papa émotionnellement indisponible, j'ai eu une maman poule étouffante, j'ai eu une maman totalement absente. Ok, bah ça c'est fait, c'est posé, on passe à autre chose et occupez-vous de votre vie en fait. Je dis pas que vous ne pouvez pas ne pas leur en vouloir, mais au final, ça sert à quoi? Est-ce qu'il n'est pas plus intelligent de faire le deuil, de ne pas avoir eu les parents dont vous avez besoin, au lieu de ressasser en permanence que vous avez eu ces parents-là? Ils ont fait comme ils ont pu, je le redis encore une fois. Ce que je cherche surtout à vous expliquer, ces deuils invisibles que vous allez faire, parce que vous allez les faire, parce que vous avez écouté Bénédicte et vous avez écouté ce podcast. En tout cas, j'ai l'espoir pour vous que vous les fassiez. Une fois que vous les aurez faits, ce n'est pas vous défaire de vos liens familiaux, c'est vous défaire de croyances familiales, de croyances pour nous les femmes de la lignée féminine. Et je vous promets qu'une fois que ce travail-là est fait, la liberté est acquise. Et vous soufflez. Et il y a des poids sur vos épaules qui s'enlèvent. Quand on parle de charge mentale, mesdames, il y a ça aussi. Il y a ces poids-là. Oui, vous devez perdre du poids. Le poids du passé. Le poids de votre famille. Le poids de croyances qui, aux époques auxquelles elles ont eu lieu, étaient valables. Mais elles ne le sont plus aujourd'hui. Parce que le monde a évolué, et heureusement. Alors, psychologiquement parlant, il y a encore du boulot. Mais parce qu'on hérite aussi de traumas et de blessures et que tout le monde n'a pas envie de travailler. Tout le monde n'est pas prêt à travailler sur soi. Mais s'il vous plaît, vos parents, qu'ils aient eu envie ou pas de vous avoir, qu'ils aient suivi un schéma familial ou pas, ils sont là, ce sont vos parents. Qu'ils aient fait les choses maladroitement, ok. Mais en attendant, ils sont là. Et ils vous ont mis au monde. Et juste pour ça, comme tout autre être humain, vous leur devez respect et bienveillance. Je sais, il y a des histoires de famille qui ne méritent ni respect ni bienveillance. On est bien d'accord. Mais il y en a d'autres où, du fait de ne pas avoir fait ces deuils invisibles, on ressasse des colères, des tensions, de la tristesse qui n'a plus lieu d'être. Il faut nettoyer tout ça. Je terminerai ce podcast du jour avec ma fameuse petite question qui vous mènera, j'espère, à la réflexion et j'espère encore plus à ces deuils invisibles. Dans votre famille,
comment était exprimé l'amour. Peut-être que vous attendiez des mots, mais qu'il y avait des gestes. Peut-être que vous attendiez des gestes, mais il y avait des mots. Ça, c'est mon chat, voilà, qui exprime son amour. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Mais sachez que peu importe l'histoire que vous avez eue, et alors là, je vais faire rager tous ceux qui sont contre le spirituel, parce que cette phrase va être très spirituelle, mais nous sommes tous des êtres d'amour. Et notre vie n'est qu'une question de choix. Alors choisissez l'amour et montrez-le. Montrez-le déjà à vous-même. Je vous dis à la semaine prochaine, et là nous attaquerons la première histoire d'amour. Bonne journée!